humiliée par ma fille qui m'a rabaissée au rang de serveuse. J'ai réagi en annulant un cadeau de 750 000 $ qui lui était destiné. Découvrez cette histoire captivante de trahison et de justice. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. Ma fille m'a traitée comme une serveuse. J'ai annulé mon cadeau de 750 000 $ pour elle. Je m'asseyais dans la cuisine, une tasse de café froid à la main, examinant mon relevé bancaire, 620 000 €. Les chiffres semblaient presque irréels sur le papier blanc, mais je me souvenais d'où venait chaque somme importante. 24 ans dans le département des ressources humaines chez Industrie Méditerranéenne, fabricant de pièces pour climatiseurs, pas le travail le plus excitant, mais stable. J'avais appris non seulement à épargner, mais aussi à investir. Après mon divorce avec Michel, j'ai dû rapidement maîtriser la gestion financière. Camille n'avait que 12 ans. Il payait la pension alimentaire par intermittence, jusqu'à disparaître totalement de nos vies. Je me rappelais, assise à cette même table, recherchant des investissements, planifiant un budget, j'achetais des vêtements en magasin d'usine, cuisinais à la maison plutôt que d'aller au restaurant, renoncer aux vacances coûteuses. Camille ne comprenait pas pourquoi nous n'avions pas ce que ses camarades possédaient, mais j'étais déterminée. Je commençais avec 460 € par mois. Mettant de côté ce qui restait après les dépenses nécessaires, j'achetais des actions d'entreprise que je comprenais, investissais dans des fonds indiciels. Quand les actions technologiques ont explosé dans les années 90, j'ai gagné plus que plusieurs années de salaire, puis il y a eu une baisse, mais je n'ai pas paniqué, j'ai réinvesti les dividendes. Acheté davantage quand les prix chutaient. J'ai vendu l'appartement à Nice, acheté avec Michel, déménageant dans une maison plus modeste à Cagnes-sur-Mer. La différence de prix, près de 200 000 €, est aussi partie en investissement. Camille était furieuse à l'époque de changer d'école, de quitter ses amis, mais je savais faire le bon choix pour notre avenir. J'ai eu de la chance avec mon travail. Industrie Méditerranéenne avait un bon programme de partage des bénéfices. J'en ai pleinement profité. Quand l'entreprise s'est développée, entrée en bourse, le prix des actions a grimpé plusieurs fois. De plus, j'ai été promu, commençant comme simple spécialiste RH. Je dirigeais maintenant tout le département. Ces dernières années, je gagnais environ 110 000 € par an. Pas mal pour une responsable RH dans une entreprise manufacturière. Je dépensais au plus 55 000 € pour vivre, investissant le reste. Le marché immobilier à Nice m'a aussi avantagé. La petite maison, achetée à Cagnes-sur-Mer, il y a 15 ans, pour 185 000 €, vaut maintenant plus de 460 000. Ces 5 000 € étaient le résultat de 24 ans de planification, de discipline, de bonnes décisions. Mais surtout, je n'oubliais jamais pourquoi je faisais cela. Je voulais offrir à Camille ce que je n'avais pas jeune, la stabilité, la liberté de ne pas s'inquiéter de l'argent. Une maison semblait le cadeau parfait. Camille avait épousé Antoine il y a 3 ans. Il louait un petit appartement dans un quartier moyen. Antoine, gestionnaire des ventes, dans une entreprise de pièces auto, gagnait environ 65 000 € par an. Pas pauvre, mais pas assez pour un acompte hypothécaire. Les prix immobiliers à Nice forçaient les jeunes couples à épargner des années ou à espérer l'aide des parents. Je planifiais de la surprendre pour son anniversaire le mois prochain. J'imaginais lui remettre le chèque, son bonheur, sa gratitude enfin pour ces années où je planifiais l'avenir au lieu de dépenser pour des plaisirs éphémères. Peut-être cesserait-elle de me parler comme si je lui devais quelque chose. Camille avait changé après son mariage. Avant, elle me demandait au moins comment allait le travail, s'intéressait à mes week-ends. Maintenant, nos conversations se limitaient
à ce dont elle avait besoin, emprunter ma voiture, garder l'enfant des voisins car leur baby-sitter était malade, cuisiner pour ses amis, leur cuisine étant trop petite pour une fête. Antoine ne venait pas ce jour-là, disant rencontrer des amis. En rentrant le soir, voyant l'appartement étincelant, il ne m'a même pas salué correctement, marmonnant un salut, se plaignant immédiatement à Camille qu'il n'y avait pas de bière au frigo. Avant, je me serais dit qu'il était juste fatigué, que les jeunes sont un peu égoïstes, qu'ils grandiraient, apprécieraient ce qu'on fait pour eux. Mais maintenant, regardant se relever, je réalisais que j'excusais leur comportement. Ces 150 000 € n'étaient pas qu'un chiffre sur papier, c'était le résultat d'une vie entière à penser à l'avenir. Pas seulement au présent, chaque décision financière visait à offrir à ma fille plus d'opportunités que moi. J'approchais des 63 ans, commençant à penser à la retraite. J'avais des économies dans un fonds de pension suffisant pour vivre très confortablement. J'avais toujours rêvé de voyager en Europe, voir des lieux découverts dans des magazines ou acheter une petite maison au bord de la Méditerranée, regarder les couchers de soleil sans penser au travail. Mais mon instinct maternel était plus fort que mes désirs personnels. Je voulais que Camille ait la stabilité que je n'avais pas à son âge, qu'elle planifie l'avenir sans s'inquiéter du loyer, sans dépendre des propriétaires. Posséder sa maison, c'est une fondation pour construire sa vie. Here, elle a mentionné qu'elle et Antoine avaient trouvé une belle maison à Cartier-des-Moulins. 3 chambres, un petit jardin, un garage pour 2 voitures. Le prix était de 785 000 €. La banque acceptait un prêt, mais ils avaient besoin d'un acompte de 20%, soit 157 000 €. Je prévoyais de leur donner le reste pour les frais de déménagement, les meubles, les réparations, un filet de sécurité pour les premières années. 750 000 € leur permettrait non seulement d'acheter une maison, mais de se sentir en sécurité sans compter chaque euro. J'imaginais son bonheur en l'apprenant. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, me regarderait-elle avec gratitude, me serrerait dans ses bras sincèrement, pas formellement comme maintenant. Peut-être redeviendrions-nous proches, comme quand elle était petite. Mais confiance et secret. Le téléphone a sonné, le nom de Camille sur l'écran. Je me demandais ce qu'elle voulait cette fois. « Salut, maman ?» Sa voix était professionnelle, sans chaleur. « Écoute, Antoine et moi voulons venir dîner samedi. Tu feras quelque chose de bon. Je n'ai pas le temps, pas envie de cuisiner. Mais ça, même l'invitation à dîner sonnait comme un ordre, pas. On aimerait passer du temps avec toi. Mais, fais-nous à dîner. » J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10, comme appris dans mon cours de gestion du stress au travail. Bien sûr, ma chérie, à quelle heure serez-vous là? First horse. Et ne fais rien de compliqué. Antoine n'aime pas les expériences. Quelque chose de simple, consistant serait mieux. Elle n'a même pas demandé si l'heure me convenait. Si j'avais des plans pour samedi, elle m'a juste dit quand il viendrait, donné des instructions sur le menu. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps avec le téléphone en main. 720 000 €. Peut-être ma dernière chance de réparer notre relation. Lui montrer que j'étais prête à de grands sacrifices pour son bonheur. Ou au contraire, cela renforcerait sa croyance que je ferai toujours ce qu'elle veut. Peu importe comment elle me traite, j'ai plié le relevé bancaire, le rangeant dans le tiroir de mon bureau. Quand Camille était petite, elle m'accueillait toujours à la porte après le travail, courant vers moi, enlaçant mes jambes, babillant sur sa journée, ce qu'elle avait mangé, avec qui elle jouait dans la cour. Quel livre elle lisait avec la nounou. Je me souvenais de ses câlins si sincères, pleins d'amour. Elle sentait le shampoing pour enfants, les biscuits
que Madame Lefebvre, la voisine, lui achetait adolescente. Elle est devenue plus renfermée, mais c'était normal. Tous les enfants passent par une phase où les parents semblent gênants. Démodé, Camille s'enfermait dans sa chambre, écoutait une musique que je ne comprenais pas, se vernissait les ongles en noir. Mais parfois, elle venait en cuisine, s'asseyait près de moi, me parlait de ses problèmes à l'école, du garçon qu'elle aimait. Après le lycée, elle s'est inscrite à l'université Côte d'Azur pour étudier l'administration des affaires. J'étais si fière d'elle, la première de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Elle a payé ses frais avec les économies accumulées, 27 500 € par an. Beaucoup d'argent, mais je considérais cela comme le meilleur investissement. En 3e année, elle a rencontré Antoine à une fête chez des amis communs. Il avait 2 ans de plus, travaillait déjà dans une entreprise de pièces auto, avait son appartement, une nouvelle voiture. Quand Camille l'a ramené à la maison, j'ai senti qu'il jugeait notre maison critiquement. Il nous a salués poliment, mais ses yeux scrutaient les vieux meubles, notant les taches usées sur le canapé, la fissure au mur que je comptais réparer. « C'est cosy ici », a-t-il dit, mais son ton était condescendant, comme s'il nous faisait une faveur en trouvant quelque chose de bien dans notre modeste maison. Camille a commencé à avoir honte de notre maison quand elle venait avec Antoine. Il restait rarement longtemps. Il passait dire bonjour, prenait un café, partait pour des courses. Quand je proposais de faire à dîner, Camille disait qu'ils avaient prévu de manger au restaurant avec des amis. Après le mariage, les changements étaient plus visibles. Camille et Antoine ont loué un appartement dans un complexe neuf avec salle de sport, piscine. J'étais heureuse qu'ils aient leur propre lieu, mais contrariée, réalisant qu'ils attendaient maintenant que je vienne chez eux. Plutôt que de m'inviter comme une égale, je suis allée les voir 1 semaine après leur emménagement, voulant voir comment ils s'installaient, aider à déballer. Mais Camille m'a accueillie en disant « Maman, enlève tes chaussures, s'il te plaît, on a des tapis clairs, on essaye de les garder propres. » Elle ne m'avait jamais demandé d'enlever mes chaussures chez elle. J'avais grandi dans une famille où les invités étaient bienvenus, jamais gênés pour si peu. Mais j'ai enlevé mes chaussures, passant la soirée en chaussettes, assez mal à l'aise. Ce jour-là, Antoine m'a montré leurs nouveaux appareils. Une énorme télévision, une machine à café coûtant plus que mon salaire mensuel, un lave-vaisselle dernier cri. Il parlait de chaque achat avec fierté, expliquant pourquoi ce modèle était meilleur. J'écoutais, hochais la tête, mais je sentais qu'il voulait m'impressionner, montrer qu'il vivait mieux que moi. « Vous n'avez pas de lave-vaisselle chez vous, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, comme s'il ignorait la réponse. « C'est si pratique. On met la vaisselle sale, on appuie. 1 heure après, tout est propre. Vous devriez y penser. » Camille a souri, ajoutant « Oui, maman, c'est un bon investissement. Tu gagnerais du temps. »« Maman, tu n'as rien à faire samedi, n'est-ce que pas ?» disait-elle quand elle me demandait de venir nettoyer avant l'arrivée de leurs invités, comme si mes plans n'importaient pas, comme si ma vie tournait autour de ses besoins. Antoine renforçait cette attitude. Quand je venais aider, il agissait comme le maître de maison ayant engagé une femme de ménage. Il s'asseyait sur le canapé avec une bière, regardait la télévision pendant que je nettoyais leur salle de bain ou donnais des instructions. Il faut essuyer l'intérieur du frigo. Ou n'oublie pas d'aspirer sous le lit. Camille ne l'arrêtait pas, ne disait pas que c'était mal. Au contraire, elle semblait aimer son comportement, comme s'il prouvait qu'il était un vrai homme, sachant donner des ordres. Ma fille me défendait autrefois si quelqu'un disait quelque chose de désagréable à l'école.
Si un professeur était injuste, ou si les voisins se plaignaient d'un bruit qu'on ne faisait pas, Camille était toujours de mon côté. Maintenant, elle laissait son mari me traiter comme une domestique. Il y a un mois, elle m'a demandé de garder leur fils de 2 ans pendant qu'ils allaient au cinéma. J'ai accepté, pensant que c'était juste pour quelques heures, mais en arrivant, j'ai appris qu'il prévoyait de sortir toute la soirée, cinéma, dîner, puis rencontre avec des amis dans un bar. Maman, tu aimes les enfants ?» a dit Camille quand j'ai exprimé ma surprise. « Et nous devons nous détendre, ça fait si longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. » J'ai passé 6 heures avec un enfant inconnu qui pleurait, réclamait sa mère, refusait de dormir. Quand ils sont rentrés après minuit, Camille, légèrement ivre, joyeuse, m'a remercié en passant, commençant immédiatement à raconter à Antoine combien il s'était amusé. « On devrait faire ça plus souvent, » a-t-il dit. « Ta mère peut toujours garder. » Et comme si j'étais leur baby-sitter permanente, pas une personne avec ses propres plans, désirs. À ce moment, j'ai remarqué que Camille avait cessé de s'intéresser à ma vie. Elle me demandait avant sur mon travail, mes week-ends, ce que je lisais, regardais à la télévision. Maintenant, nos conversations commençaient par ses propres affaires, se terminaient par des demandes d'aide. Quand j'essayais de parler de moi, elle écoutait distraitement, regardant son téléphone, pensant à autre chose. Si je mentionnais ma fatigue après une semaine de travail, elle répondait « Allez, maman, tout le monde a un travail, au moins tu as un salaire stable, pas de soucis de famille. » Comme si mes problèmes étaient insignifiants comparés à ses préoccupations de jeune mariée, je commençais à remarquer qu'après avoir parlé à ma fille, je me sentais vidée, triste. Avant, la voir m'énergisait, j'aimais raconter à mes collègues ce que Camille faisait, comment sa vie allait. Maintenant, je préférais ne pas mentionner nos conversations. Elle laissait un goût amer. C'était surtout douloureux de voir comment elle interagissait avec ses amis, collègues. Avec eux, Camille était polie, attentive, intéressée par leurs opinions, leurs plans, mais avec moi, elle parlait sans ménagement, comme si j'étais un meuble, toujours là. Ne nécessitant pas d'attention particulière, Antoine aggravait la situation. Il interrompait souvent nos conversations s'il avait besoin de quelque chose de Camille. Il entrait dans la pièce, commençant à discuter de ses plans avec sa femme, sans s'excuser d'interrompre, ou allumer la télévision à plein volume. Quand nous essayions de parler en cuisine, Camille ne lui disait rien sur son comportement, au contraire, elle détournait immédiatement son attention vers son mari, comme si notre conversation n'avait aucune importance. Je commençais à comprendre qu'une hiérarchie s'était établie dans leur famille, où mes besoins, mes désirs passaient en dernier. Antoine était le chef, Camille sa femme, et moi une aide gratuite, qui devait être reconnaissante de pouvoir les servir. Le plus triste était que Camille semblait sincèrement ne pas voir qu'on me traitait mal. Pour elle, c'était devenu la norme, l'ordre naturel des choses. Le vendredi soir, j'ai fait une liste de courses pour le dîner de samedi. Antoine n'aimait pas les expériences, comme Camille me l'avait rappelé. Alors j'ai prévu un bœuf bourguignon avec purée de pommes de terre, légumes, vapeur. Un repas simple, consistant, apprécié de la plupart. Pour le dessert, une tarte aux pommes, une recette familiale transmise de génération en génération. Le samedi matin, je me suis levée tôt, allant au marché local à Nice. J'ai choisi le bœuf avec soin, cherché les légumes les plus frais, acheté du bon beurre, de la crème pour la purée. J'ai dépensé près de 85 € pour un dîner pour 3, mais je voulais que tout soit parfait. À la maison, j'ai commencé à cuisiner dès le matin,
préparant la pâte pour une tarte aux pommes, la mettant au frigo, nettoyant, coupant les légumes, préparant le bœuf pour la marinade. À midi, la cuisine était remplie d'arômes de thym, de laurier, de vin rouge. Le téléphone a sonné. Camille confirmait les détails du dîner. « Maman, quel vin as-tu acheté ?» a-t-elle demandé sans préambule. Je n'ai pas acheté de vin. » a répondu. « Surprise. Tu n'as pas dit qu'il en fallait. » Comment? Pas de vin? Antoine boit toujours du vin au dîner. Il faut du rouge. C'est que... Pas le moins cher. J'ai regardé l'horloge. Il serait là dans 4 heures. Les magasins étaient encore ouverts. D'accord. Ma chérie, je vais au magasin prendre du vin. Et une chose encore, a-t-elle continué. Antoine n'aime pas les plats trop riches. Évite trop de sauce. Et assure-toi que la purée est lisse. Il est très exigeant sur la texture. J'ai cuisiné du bœuf bourguignon depuis des décennies. Savais faire une purée lisse, mais je me suis tue. Camille parlait comme si elle instruisait une cuisinière inexpérimentée et met des serviettes en tissu, pas en papier. Antoine dit que les serviettes en papier sont de mauvais goût. Face. Après l'appel, je suis allée à la cave à vin, choisissant une bouteille de rouge. Pour 28 €, le vendeur m'a assuré que c'était un bon Côtes-du-Rhône, parfait avec la viande. J'ai aussi acheté des serviettes en tissu dans un magasin voisin. Mes anciennes semblaient maintenant peu élégantes. Rentrée. J'ai continué à cuisiner. J'ai ajusté la sauce du bœuf pour qu'elle soit moins riche, comme demandé, bien que je savais que cela altérerait le goût. J'ai préparé la purée avec soin, passant les pommes de terre au tamis pour éviter les grumeaux. La table était dressée, j'ai sorti ma meilleure vaisselle, gardée dans le placard pour les grandes occasions, assiettes blanches à bords dorés, achetées il y a des années en solde, mais réservées pour des moments spéciaux. J'ai disposé les nouvelles serviettes, un petit vase avec des fleurs du jardin au centre. J'ai vérifié le salon une dernière fois, regonflant les coussins du canapé, dépoussiérant la table basse, passant l'aspirateur sur le tapis, tout devait être parfait. Je me suis changée, mettant ma meilleure robe, un peu de maquillage, me regardant dans le miroir, pensant que je semblais tout à fait présentable pour une femme de mon âge. Peut-être Camille apprécierait-elle enfin mes efforts. La voiture d'Antoine s'est garée devant la maison. Je regardais par la fenêtre, les voyant sortir. Camille dans une nouvelle robe que je n'avais pas vue, Antoine en chemise, pantalon. Il semblait aller au restaurant, pas chez une mère pour dîner. J'ai ouvert la porte avec un sourire, prête à les enlacer, mais Camille m'a dépassée, entrant directement dans le salon. « Oh, maman, pourquoi fait-il si chaud ici ?» Fourante s'espremier smoke. Peux-tu allumer la climatisation? Antoine ne supporte pas l'air étouffant. Bien sûr, ma chérie, si Aïdjé répondu, allant régler la température. Antoine a suivi sa femme, me saluant d'un signe de tête, s'asseyant sur le canapé sans enlever ses chaussures, sortant son téléphone, lisant quelque chose, ignorant ce qui se passait autour. « Qu'y a-t-il pour le dîner ?» a demandé Camille, jetant un œil vers la cuisine. « Ça sent bon, mais n'est-ce pas trop riche ?» Antoine a l'estomac sensible. J'ai cuisiné le bœuf avec les mêmes épices de toujours. Thym, laurier, poivre noir. Rien de lourd, mais je n'ai pas discuté. Chut, si tu veux, je peux servir du riz au lieu des pommes de terre. Aïgé proposé. Non, les pommes de terre, ça va, a répondu Camille, continuant à regarder le salon. Pourquoi des fleurs? Antoine est allergique. Mieux vaut les enlever.
J'ai emporté le vase dans la chambre, bien qu'Antoine, à l'autre bout de la pièce, ne les ait même pas regardés. Mais si Camille disait qu'il était allergique, mieux valait être prudente. J'ai regardé son assiette. La purée était parfaitement lisse. J'avais passé plus d'une demi-heure à obtenir la bonne consistance. « Je pense que c'est bon, » a répondu prudemment. « Non, il y a un grumeau là, » a insisté Camille, pointant sa fourchette sur une surface parfaitement lisse. « Antoine ne mangera pas ça. » Antoine n'avait même pas essayé la purée, mais hochait la tête en accord avec sa femme. « Y a-t-il autre chose » a-t-il demandé. « Pâtes ou riz ?» Je suis allé en cuisine, cuisant rapidement du riz pendant qu'il mangeait la salade. Se plaignant que les légumes n'étaient pas assez frais, j'avais acheté les tomates le matin au marché, mais Camille insistait qu'elles étaient molles. Quand j'ai servi le riz, Antoine l'a essayé, disant « Eh bien, c'est mieux, bien que tu aurais pu ajouter de l'huile. C'est trop sec. » J'ai apporté l'huile, puis la sauce soja qu'il a demandé 5 minutes plus tard, puis plus de pain, car il n'y en avait pas assez. Je courais entre la cuisine, la salle à manger, répondant à une requête après l'autre, tandis qu'ils discutaient de leur plan pour la semaine prochaine. « Où est le vin ?» a demandé Antoine, revenant à table pour la énième fois. J'ai apporté la bouteille, un tire-bouchon. Il l'a ouverte, reniflant le bouchon avec un air sérieux, comme un vrai sommelier, prenant une gorgée. « Pas mal, » a-t-il dit avec condescendance. « Bien que je bois d'habitude des cépages plus chers, ça ira pour un dîner maison. » Camille a goûté le vin, approuvant son mari. « Oh oui. » Assez normal. « Maman, tes verres sont un peu petits. Le vin rouge a besoin de grands verres pour respirer. » Je n'avais que les verres sur la table. Je ne collectionnais pas les verres à vin, ignorant ses subtilités. J'achèterai des verres adaptés la prochaine fois, a promise, ajoutant « Camille, le vin rouge doit être à température ambiante. Celui-ci était trop froid. Je l'avais conservé au frais, comme conseillé par le vendeur. Mais apparemment, mes connaissances en vin étaient insuffisantes pour de tels connaisseurs. J'ai passé la première moitié du dîner debout, apportant une chose après l'autre. Quand je me suis enfin assise pour manger, mon bœuf était froid. Je me sentais moins comme une hôtesse accueillant des invités chers, plus comme une serveuse dans un restaurant, essayant de satisfaire des clients exigeants. Pendant ce temps, Camille racontait à Antoine des histoires sur ses collègues, ignorant ma présence. Il discutait de gens que je ne connaissais pas, de lieux où je n'étais pas allée, de plans qui ne m'incluaient pas. Je restais silencieuse, hochant la tête, occasionnellement quand l'un demandait quelque chose de la cuisine. Antoine a fini son deuxième verre de vin, s'adossant à sa chaise, caressant son ventre. L'alcool avait délié sa langue, car il parlait plus fort. Plus confiant, Camille le regardait avec admiration, comme s'il exprimait des pensées brillantes. « Tu sais, chérie » a-t-il dit à sa femme, mais assez fort pour que j'entende chaque mot. « Ta mère est bonne cuisinière, mais on voit qu'elle n'est pas habituée à cuisiner sérieusement. » Je me suis figée, fourchette en main, cuisiner sérieusement. J'avais cuisiné toute ma vie, nourri ma famille, étudié des livres de recettes, expérimenté, que voulait-il dire? Oui, j'ai remarqué, a acquiescé Camille, maman a toujours cuisiné simplement, pas comme dans les restaurants où nous allons. Il se parlait de moi à la troisième personne, comme si je n'étais pas à table, à un mètre d'eux, discutant de mes compétences culinaires, comme si je n'entendais pas. Prends cette tarte. Et continuait Antoine, pointant sa fourchette sur un morceau de dessert aux pommes à moitié mangé.
La pâte est lourde, la garniture trop sucrée. Rien à voir avec les tartes du café français de la semaine dernière. Oh, oh oui, a ajouté Camille. C'était divin, et la présentation si belle. Ici, elle a regardé la table. Tout semble si fait maison, si simple. J'avais passé la journée à préparer ce dîner, acheter les meilleurs ingrédients, cuisiner du matin au soir, essayer de tout rendre parfait. Et il comparait mes efforts à des restaurants chers, où un dessert coûtait autant que tout mon dîner. Et de toute façon, Antoine a fait une pause pour une gorgée de vin. On voit qu'elle ne connaît rien aux tendances culinaires modernes. Tout est si démodé. Maman cuisine toujours à l'ancienne. A hoché Camille. J'ai essayé de lui parler de nouvelles techniques, mais elle est conservatrice. Conservatrice. Je cuisinais ce que je savais faire, ce que les gens aimaient, bœuf, pommes de terre, pâtisserie, maison, de la nourriture normale, salinée, mais à les entendre, j'étais désespérément déconnecté, ignorant ce qu'était la vraie cuisine. Et ces plats sont très simples, a remarqué Antoine, prenant une assiette, l'examinant à la lumière. On voit qu'ils sont bon marché. Mes parents ont un service français fait main. Ça, c'est de la qualité. Mes plâtres m'avaient servi fidèlement plus de 15 ans. Assiettes, blanchées à bord doré, achetées en solde, mais toujours trouvées belles, élégantes. Il s'avérait qu'elles étaient simples, bon marché à leurs yeux. Et ces serviettes, Camille a pris une serviette en tissu achetée ce matin. Quel tissu bon marché! Les bons restaurants ont des nappes d'une toute autre qualité. J'avais payé 28 € pour ces serviettes, car Camille disait que les papiers étaient vulgaires. Maintenant, même celles en tissu n'étaient pas assez bien pour leur goût raffiné. Allez, chérie. Antoine a posé sa main sur l'épaule de sa femme. Tout le monde ne peut pas se permettre des choses de qualité. Ta mère a un budget modeste? Elle économise surtout. Un budget modeste. Je gagnais plus de 92 000 € par an. Pouvais me permettre bien plus qu'il ne pensait. Je ne voyais juste pas l'intérêt de dépenser beaucoup pour des plats ou des serviettes utilisées une fois par mois. Oui, maman a toujours été économe. A acquiescé Camille, parfois trop. Tu te souviens comment? Elle m'achetait des vêtements d'occasion quand j'étais petite. J'achetais des vêtements d'occasion, car j'étais mère célibataire divorcée, essayant de donner à ma fille tout ce dont elle avait besoin dans notre budget. Camille était toujours propre, bien habillée, même sans les vêtements les plus chers. Mais maintenant, elle s'en souvenait, comme si je l'avais privée de quelque chose d'important. Tu te souviens de notre vieille voiture? A-t-elle continué? J'avais si honte quand elle me conduisait à l'école dans ce tas de ferraille. Cette voiture nous a servi 8 ans. Pas neveu, mais fiable. Économique. J'aurais pu acheter mieux, avec un prêt, mais je préférais ne pas m'endetter, épargnant pour des choses plus importantes. L'éducation de ma fille, notre avenir. Et sa maison est si petite, a ajouté Antoine. 2 chambres, une salle de bain. La maison de mes parents est 2 fois plus grande, avec piscine, jardin. Ma maison était assez grande pour une personne, achetée après le divorce, quand le marché immobilier était abordable, cosy, confortable, payé, mais à leurs yeux, c'était une bicoque comparée au manoir dont ils avaient l'habitude. Sa maman pourrait déménager dans quelque chose de mieux, a remarqué Camille. Mais elle est attachée à son quartier. Elle ne veut pas changer. Je n'étais pas attachée au quartier. Je ne voyais simplement pas l'intérêt d'acheter une maison plus grande que nécessaire juste pour impressionner, mais l'expliquer était inutile.
Il s'était déjà fait une opinion sur moi. Et quel travail ennuyeux est là, a continué Antoine. RH dans une usine. On ne peut pas comparer à un vrai business. C'est une vraie business. Ils vendaient des pièces auto et je gérais les ressources humaines d'une grande entreprise de 300 employés. Mon travail exigeait des connaissances en droit du travail, psychologie, gestion du personnel. Mais pour lui, c'était inintéressant, pas sérieux. Maman n'a jamais eu d'ambition. A acquiescé Camille. Elle se contente de peu, n'a jamais aspiré à plus. Et elle ne se plaint jamais, a ajouté Antoine. Elle est si soumise. Tu lui dis quelque chose, elle se tait, fait ce qu'on lui demande. Soumise. Ce mot m'a coupé plus que tout. Je n'étais pas soumise. J'étais une mère patiente. Aimantisch, essayant de maintenir une bonne relation avec ma fille, mais à leurs yeux, c'était de la faiblesse. Une disposition à tout supporter. Je me sens parfois gênée, a admis Camille. Tu lui demandes quelque chose. Elle court le faire. Elle n'essaie même pas de dire qu'elle a ses propres occupations. Gênée. Elle était gênée que sa mère l'aime, soit prête à aider, mais pas assez pour arrêter de demander des faveurs. Oh, allez! Antoine l'a rassurée. Laisse-la se sentir utile. C'est important à son âge. Et c'est pratique pour nous d'avoir une telle aide. C'est une aide. Pas une mère, pas une belle-mère, mais une échide. Une femme faisant le ménage sans demander à être payée. Au fait, Camille s'est tournée vers moi. Maman, peux-tu venir demain nous aider à emballer? On veut emmener nos vêtements d'hiver à la maison de campagne des parents d'Antoine. Il avait passé une demi-heure à discuter de mes défauts à la 3e personne. Maintenant, il demandait calmement une autre faveur, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas dit ces choses à table, en mangeant ma nourriture. Eh bien, maman, a répété Camille, tu es libre demain? Non, beau? Monsieur. Je l'ai regardé, Antoine, affalé sur sa chaise avec son verre de vin, attendant que j'accepte de passer mon jour de congé à les aider gratuitement. Camille, me regardant avec l'expression qu'on donne à une domestique, attendant qu'elle accepte, à cet instant, quelque chose a cliqué en moi, je réalisais que je ne pouvais plus supporter, je ne pouvais plus écouter discuter de ma vie, ma maison, mon travail avec un ton si méprisant, je ne pouvais plus prétendre que c'était normal d'être une aide pratique, apparaissant à leur appel, disparaissant quand ils n'avaient plus besoin de moi, c'est 190 000 €, de l'argent épargné pendant des années pour aider ma fille, censé symboliser mon amour, mon soin, et elle est assise là avec son mari. Rien de mon pitoyable état. Maman, Camille a froncé les sourcils, n'obtenant pas de réponse immédiate. M'entends-tu? Peux-tu venir demain? J'ai lentement posé ma fourchette sur l'assiette, la regardant. Un plan se formait dans ma tête. Pas juste refuser d'aider demain, mais quelque chose de plus, une décision qui changerait notre relation pour toujours. Je verrai, a IG répondu doucement. Ils sont partis, me laissant seule avec une pile de vaisselle sale, un sentiment lourd au cœur. Camille m'a embrassé sur la joue en partant, comme toujours, disant « Merci pour le dîner », mais ces mots sonnaient formels, sans chaleur. Antoine a marmonné quelque chose comme « C'était sympa », et se dirigeant vers la voiture en premier, j'ai fermé la porte, m'appuyant contre, fermant les yeux, la maison s'est tue, sauf le tic-tac de l'horloge au salon, le bourdonnement du frigo en cuisine. Le silence était assourdissant, après 1 heure et demie, à les entendre discuter de ma vie, ma maison, mon travail, d'un ton me faisant sentir comme une ratée, n'ayant rien accompli,
Je suis entrée en cuisine, regardant la table. Les restes du dîner préparé toute la journée gisaient sur les assiettes. Antoine avait mangé la moitié du bœuf, laissé tous les accompagnements. Se plaignant de grumeaux dans la purée parfaitement lisse, Camille avait picoré sa salade, mangé un seul morceau de tarte. Parlant de dessert français de café cher, les verres à vin étaient vides. 28 € la bouteille, qu'Antoine avait qualifié de « pas mal pour un dîner maison », comme s'il me faisait une concession en buvant mon vin bon marché dans ma modeste maison. J'ai commencé à débarrasser mécaniquement, empilant les assiettes sales dans l'évier, les serviettes en tissu achetées pour eux, froissées, tachées de sauce. Tissu bon de marché, disait Camille. J'avais payé 28 €, pensant faire quelque chose de spécial pour un dîner familial. Les assiettes, à bord doré, sorties pour les grandes occasions, étaient simples, bon marché à leurs yeux. Elles m'avaient servi plus de 15 ans, achetées dans un bon magasin, choisies avec soin, pensant qu'elles étaient belles, élégantes, mais comparées au service français des parents d'Antoine, elles étaient cheap. Je me suis assise à la table, sans finir le ménage. Regardant par la fenêtre, il faisait noir, quelques lampadaires éclairant la route vide. Les voisins dormaient, leurs fenêtres sombres. Des gens normaux passaient leur samedi soir paisiblement. Et moi, je gâchais le mien à écouter ma propre fille critiquer ma vie. Maman a toujours été économe, parfois trop. Les mots de Camille tournaient dans ma tête, trop économe. J'avais sacrifié pour lui offrir une bonne éducation, lui acheter tout ce dont elle avait besoin, même en me privant. Maintenant, elle parlait comme si j'étais une avare, lui ayant volé une enfance normale, vêtements d'occasion. Oui, je lui en achetais quand elle était petite, mais toujours propre. Beau, en bon état, je passais des heures à fouiller les portants pour trouver quelque chose de convenable. Camille était toujours soignée, jolie, mais elle avait honte de notre vieille voiture. Notre petite maison, mon travail modeste, notre vieille voiture. Elle nous a servi 8 ans sans panne sérieuse. Elle emmenait Camille à l'école, à ses activités, chez le médecin, chez ses amis. J'aurais pu acheter une voiture plus neuve, plus chère avec un prêt, mais je préférais ne pas m'endetter, épargnant pour l'éducation de ma fille, notre avenir. Et la maison, petite, 2 chambres, une salle de bain. Quand je l'ai achetée après le divorce, elle me semblait merveilleuse, ma propre maison, où personne ne pouvait nous dire quoi faire, où Camille pouvait inviter ses amis, avoir sa chambre décorée à son goût, mais aux yeux de mon gendre, c'était une bicoque comparée à la maison de ses parents. Mon travail était ennuyeux, sans importance. J'avais travaillé 24 ans dans la même entreprise, passant de spécialiste junior à chef de département. Je gagnais plus de 92 000 € par an. Pas mal pour une femme de mon éducation, de mon âge. Mais Antoine, qui vendait des pièces auto, considérait mon travail indigne de respect. Maman n'a jamais eu d'ambition. Ces mots m'ont profondément blessé. Pas d'ambition. Je l'avais élevé seul, travaillant, étudiant pour être promu. J'épargnais, investissais, planifiais notre avenir. Quelle ambition voulait-elle de plus? Je me suis levée, allant à la fenêtre, regardant mon reflet dans la vitre sombre, une femme de 63 ans, qui avait travaillé, épargné, planifié toute sa vie, s'était privée de plaisir pour sa fille, et ma fille, assise à ma table, riait de ma soumission. Maintenant, après ce soir, l'idée de lui donner cet argent semblait absurde. Pourquoi donner une somme énorme à quelqu'un qui me considère comme une ratée, qui rit de mon mode de vie, de mes valeurs, de mes réussites, qui ne me voit que comme une domestique gratuite, prête à tout ce qu'elle demande?
Camille n'appréciait pas ce qu'elle avait déjà, elle n'appréciait pas mon aide, mon amour, mon temps. Tout était acquis. Elle avait honte de moi, devant son mari. Elle lui parlait de mes défauts, de ma honte d'enfant à cause de notre vie modeste. Que se passerait-il si je lui donnais cet argent? Elle achèterait une maison dans un quartier prestigieux, recevrait des invités dans de belles pièces avec des meubles coûteux, elle parlerait de sa nouvelle maison à ses amis, oubliant de mentionner d'où venait l'argent. Au pire, en parlerait avec le même ton dédaigneux. Maman a enfin décidé de dépenser ses économies pour quelque chose d'utile. J'imaginais Camille et Antoine meublant leur nouvelle maison, lui choisissant des appareils coûteux, elle sélectionnant meubles, décors, invitant des amis pour une pendaison de crémaillère, montrant fièrement chaque pièce, peut-être mentionnant en passant que maman a aidé pour la compte, comme si c'était une broutille, pas le résultat de ma vie entière, et ensuite ils s'habitueraient à leur nouveau style de vie, chercheraient de nouveaux défauts dans ma vie. Ma maison semblerait encore plus modeste comparée à leur demeure spacieuse. Ma voiture, mes vêtements, mon mode de vie, tout deviendrait encore plus inapproprié à leurs yeux. Je me suis levée, arpentant la cuisine, réfléchissant à la situation. 60 000 € pouvaient changer ma vie radicalement. Je pouvais acheter l'appartement en bord de mer dont j'avais toujours rêvé, voyager, voir le monde que je n'avais vu qu'en magazine. À la télévision, je pouvais vivre confortablement, sans justifier mon mode de vie modeste à ma fille, ou investir cet argent plus intelligemment. Assurer une retraite luxueuse, je n'aurais pas à dépendre des aides publiques, à économiser sur chaque petite dépense. Je pouvais vivre comme je voulais, pas comme mon budget le permettait, mais il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était une question de principe. Camille devait comprendre que les attitudes ont des conséquences, qu'on ne peut exploiter indéfiniment l'amour de quelqu'un sans rien donner en retour, que le respect doit être gagné, pas accordé automatiquement par les liens familiaux. Je pensais à ce que je dirais quand elle appellerait pour demander de l'argent, et elle appellerait, habituée à ce que sa mère l'aide toujours, à ce que je ne dise jamais non, ne pose jamais de conditions, n'exige jamais de gratitude. Mais cette fois, ce serait différent. Je dirais non, expliquerai pourquoi, pas parce que je n'ai pas d'argent, mais parce que je ne veux plus être une aide soumise, existant pour la commodité des autres. Camille serait choquée, habituée à ce que sa mère s'adapte, sacrifie ses intérêts pour elle. Le refus serait une surprise, peut-être un coup, mais peut-être cela la ferait réfléchir à son attitude envers moi, ou peut-être pas, peut-être se mettrait-elle en colère, disant que je suis devenue égoïste avec l'âge, que je ne veux pas aider ma seule fille à cause de rancune, que j'agis comme une enfant gâtée, vexée pour des broutilles. Mais même dans ce cas, je ne pouvais continuer à vivre ainsi, je ne pouvais prétendre que ce soir n'avait pas eu lieu, que je n'avais pas entendu leur rire sur ma vie, mes valeurs, mes efforts. J'ai pris mon relevé bancaire, fixant les chiffres longtemps. 720 000 €. Ma liberté, mon indépendance, mon droit de vivre comme je veux, pas comme les autres l'attendent. Ma décision était prise. Je ne donnerai pas cet argent à Camille. Je n'achèterai pas son amour, son respect qui devrait être donné librement. Je ne récompenserai pas le fait qu'elle laisse son mari m'humilier chez moi. La vaisselle sale était encore en cuisine, mais j'ai décidé de laisser le ménage pour demain. J'avais assez fait aujourd'hui, cuisiner, nettoyer, endurer l'humiliation. Demain, une nouvelle vie commencerait. Je me suis réveillée dimanche matin avec une légèreté inhabituelle. Le soleil filtrait à travers les rideaux. La maison était calme, paisible. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas à me précipiter, à m'occuper de quelqu'un, à répondre à des demandes. Camille m'avait demandé hier de l'aider à déménager.
mais je n'avais pas donné de réponse définitive, et je n'allais pas l'appeler aujourd'hui. J'ai fait du café, m'asseyant à la table avec mon relevé bancaire, 650 000 euros. Cet argent était pour ma fille. Aujourd'hui, il m'appartenait, une sensation étrange, à la fois effrayante, exaltante. Que pouvais-je faire avec tout cet argent? Je n'avais jamais prévu de le dépenser pour moi. Je n'avais même pas pensé aux possibilités, toujours focalisé sur aider Camille, sécuriser son avenir. Maintenant, un monde nouveau s'ouvrait à moi. La première idée était l'immobilier. Je pouvais vendre ma maison à Cagnes-sur-Mer, acheter quelque chose de mieux, pas parce que ma maison était mauvaise, mais parce que je pouvais me le permettre, un appartement avec vue sur la Méditerranée, dont j'avais rêvé des années, ou une petite maison à Antibes, où l'air est plus pur, la vie plus calme. J'ai ouvert mon ordinateur. Parcourant des sites immobiliers, les prix en zone côtière étaient élevés, mais pas astronomiques pour mon budget. Un appartement de 2 chambres avec vue sur la mer coûtait environ 550 000 euros. Avec l'argent de la vente de ma maison, je pouvais m'offrir quelque chose de vraiment beau. J'imaginais me réveiller le matin, voyant d'abord la mer bleue s'étendant jusqu'à l'horizon, buvant un café sur le balcon, écoutant les vagues, marchant sur la plage à tout moment, quand je voulais. Personne n'appellerait avec des demandes, personne ne critiquerait mon choix de meubles, de vaisselle, mais l'immobilier n'était pas la seule option. J'avais toujours rêvé de voyager, accumuler beaucoup de jours de congé sans les utiliser. Soit je ne voulais pas dépenser pour des voyages, soit Camille avait besoin d'aide. Mais maintenant, je pouvais voir le monde, l'Europe. J'avais toujours voulu y aller, mais repousser ce rêve. L'Italie avec son art, son architecture, la France avec ses régions viticoles, ses châteaux anciens, l'Espagne avec son climat chaud, son histoire riche. Je pouvais passer des mois, voyageant lentement d'un pays à l'autre, m'arrêtant où je voulais. J'ai ouvert un site d'agence de voyage, regardant les offres. Une croisière méditerranéenne d'1 mois coûtait 23 000 euros pour une cabine de luxe. Ce prix m'aurait semblé astronomique avant, mais maintenant, il semblait raisonnable. Un tour privé en Toscane avec hébergement dans des villas historiques coûtait 13 800 euros pour 2 semaines. Un voyage au Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs, 11 000 euros. Je pouvais dépenser 46 000, voire 92 000 euros en voyage, et avoir encore une somme décente toute ma vie. Je n'avais pas dépensé autant en vacances que je pouvais maintenant en 1 an, et je pouvais investir l'argent plus agressivement, pas dans des fonds indiciels conservateurs comme avant, mais dans quelque chose de plus risqué, potentiellement plus rentable. Actions de sociétés technologiques, immobilier dans des zones en développement, peut-être des start-up. À mon âge, je pouvais prendre plus de risques, surtout si je ne prévoyais pas de laisser un héritage à une fille ingrate. J'ai pris un carnet notant des idées. Une nouvelle maison en bord de mer améliorerait ma qualité de vie, pourrait être louée si je m'en lassais. Voyager réaliserait des rêves anciens, offrirait de nouvelles expériences, élargirait mes horizons. Les investissements offriraient une croissance potentielle du capital, une indépendance financière. Je pouvais faire ce que j'avais toujours repoussé, apprendre des langues, prendre des cours de peinture, de musique, m'inscrire à des cours de photographie, les combiner avec des voyages. L'université Côte d'Azur avait des programmes pour adultes. On pouvait obtenir une maîtrise en histoire de l'art. Éducation historique. Étrange que je n'y pense que maintenant. Toute ma vie, j'avais investi dans l'éducation de Camille. Oubliant que la mienne, après l'école, j'étais directement entrée au travail, car j'avais besoin d'argent. Puis mariage, enfant, divorce. Pas de temps pour étudier. Mais maintenant, j'avais le temps, l'argent,
J'imaginais être étudiante à 63 ans, assise dans un amphi parmi des jeunes. Étudiant, l'histoire de l'art, l'archéologie, ridicule peut-être, mais pourquoi pas? Qui a dit que l'éducation est seulement pour les jeunes? Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom de Camille sur l'écran. J'ai regardé l'horloge. Elle appelait probablement pour ma demande d'aide au déménagement d'hier. Je n'ai pas répondu. Qu'elle attende, qu'elle comprenne que maman n'est pas toujours disponible à la demande, que j'ai mes propres occupations, mes plans, ma vie. Le téléphone a résonné. Encore, je n'ai pas répondu à la 3e sonnerie. Un message. Maman, pourquoi ne réponds-tu pas? On t'attend. Il faut être là avant le déjeuner. Ils m'attendaient, sans même demander si j'avais accepté d'aider, supposant que je viendrais, comme toujours, que leur mère obéissante laisserait tout pour porter leur carton. J'ai répondu « Désolé, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire. » La réponse est venue presque immédiatement. « Quelle chose? C'est ton jour de congé, on comptait sur toi. » Quelles choses? Devais-je rendre des comptes à ma fille sur mon temps? Puis-je avoir des plans personnels non liés à ses besoins? Je n'ai pas répondu au message. J'ai coupé le son du téléphone, revenant à mes plans. Une voiture? Ma voiture n'était pas si vieille que Camille le disait, mais je pouvais acheter mieux. Pas pour impressionner, juste pour mon plaisir. Une voiture confortable pour voyager, avec un bon système audio, des sièges confortables, des vêtements. J'avais toujours acheté des choses pratiques, peu chères. Maintenant, je pouvais m'offrir des vêtements de qualité, durables. Bon, pas forcément de marque, mais mieux que dans les magasins habituels. La santé, à mon âge, c'était de plus en plus important. Je pouvais consulter les meilleurs médecins, faire un bilan complet, prendre des mesures préventives, engager un coach personnel pour rester en forme, m'inscrire à des soins réguliers dans un spa, la maison, même sans la vendre. Je pouvais la rénover, moderniser la cuisine, inchangée depuis 10 ans, remplacer les vieilles fenêtres par des modèles éco-énergétiques, aménager le jardin, peut-être installer une petite piscine. Si critiqué, je me suis levée, parcourant la maison, la regardant avec des yeux nouveaux, pas ceux d'une fille, voyant des défauts, mais les miens. La maison était cosy, confortable, payée, pleine de bons souvenirs. Peut-être ne devrais-je pas la vendre, juste l'améliorer pour moi. La cuisine avait besoin d'une mise à jour. C'est vrai, mais pas parce qu'elle était simple, comme disait Antoine, mais parce que je voulais changer quelque chose. Nouveau placard, appareil moderne, plan de travail en granit, pas pour impressionner, pour mon confort. La salle de bain pouvait être plus confortable. Grande baignoire pour me détendre après une dure journée. Bon éclairage, robinetterie de qualité, toutes ces choses pour lesquelles j'épargnais, mettant de côté pour ma fille le salon. Le canapé critiqué par Antoine pour ses taches usées devait être remplacé, pas par honte, mais parce qu'il était devenu inconfortable. Je pouvais acheter de beaux meubles, durables, agréables à l'œil. Je suis revenu à la table, continuant ma liste. Tant d'idées que je ne savais par où commencer. Pour la première fois, j'avais tant de possibilités. C'était excitant, un peu effrayant, mais surtout, je me sentais libre. Liberté de choisir quoi faire de mon argent, de le dépenser pour moi. Pas pour quelqu'un qui n'appréciait pas mes sacrifices à l'épice. Liberté de vivre comme je voulais, pas comme les autres l'attendaient. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Camille. Je n'ai pas pris la peine de le lire. Quoi qu'elle écrive, ça ne changerait pas ma décision. Mon temps comme assistante soumise était fini. Il était temps de vivre pour moi. Le mardi soir, en cuisinant mon dîner, le téléphone a sonné. Ces 2 derniers jours,
Camille avait appelé plusieurs fois, mais j'avais répondu brièvement, disant être occupée. Elle était clairement perplexe que sa mère soit soudain si indisponible, mais n'avait pas insisté pour une explication, cette fois une excitation inhabituelle dans sa voix. « Maman, j'ai une super nouvelle », a-t-elle commencé sans préambule. Antoine et moi sommes allés revoir la maison à Cartier-des-Moulins aujourd'hui. Tu te souviens? Je t'en ai parlé. Je me souvenais, une maison de 3 chambres pour 745 000 €, nécessitant un acompte de 157 000 €. Ah, oui, je me souviens. Aïgé répondit calmement, continuant à remuer la soupe sur le feu. Eh bien, les propriétaires sont prêts à baisser un peu le prix. Ils sont pressés de vendre. Ils déménagent dans un autre département. On peut l'avoir pour 725 000 €. C'est super. La voix de Camille était pleine d'excitation, comme si elle avait gagné à la loterie 27 500 € d'économie. C'était bien, mais pas de quoi crier. Ça, félicitations. Aïgé dit neutrement. Et maman, nous avons rencontré nos voisins, ils sont si gentils. Ils ont 2 enfants de notre âge. Le mari travaille dans l'informatique. La femme dirige sa propre entreprise de design d'intérieur. Tu imagines le quartier? Camille parlait des futurs voisins avec un enthousiasme, comme si elle faisait déjà partie de leur cercle. J'écoutais, pensant à combien elle avait vite oublié le dîner de samedi. Ses commentaires sur ma soumission, mon budget modeste, et la maison est encore mieux à l'intérieur qu'elle ne semblait, a-t-elle continué. La cuisine est immense, avec un îlot central. On pourrait cuisiner pour de grands groupes. Le salon a une vraie cheminée à bois. Antoine dit que ce sera cosy en hiver. J'imaginais leur vie dans cette maison. Camille cuisinant pour des amis dans la grande cuisine. Antoine allumant la cheminée, se sentant maître du manoir. Leurs invités, admirant l'environnement, l'intérieur. Et la salle de bain de la chambre principale est fabuleuse, s'enthousiasmait Camille. Un jacuzzi, une douche séparée, double vasqueuse, comme dans un hôtel de luxe. Chaque détail qu'elle décrivait aurait dû me réjouir pour son futur bonheur, mais je me sentais détachée, comme écoutant une étrangère parler d'une vie autre. Et il y a aussi un petit bureau. À continuer ma file, Antoine veut y installer un espace de travail. Il dit qu'il travaillera de chez lui 2 jours par semaine. Ça économisera l'essence, nous donnera plus de temps ensemble. Économiser l'essence. Drôle d'entendre ça de quelqu'un critiquant mon épargne. Mais pour leurs dépenses, économiser devenait soudain sensé. Maman, tu écoutes, a demandé Camille, remarquant mon silence prolongé. Oui, j'écoute. La maison semble très belle. Semble, elle ne semble pas. Elle est parfaite. On en est tombé amoureux au premier regard. Vrai, le prix est élevé, mais avec ton aide, on peut y arriver. Voilà, enfin, on arrivait au but. Tout ce bavardage enthousiaste n'était qu'un prélude à une demande d'argent. Camille ne parlait pas de la maison pour partager sa joie avec sa mère, mais pour préparer une conversation sur les finances. Je voulais t'en parler en personne. A-t-elle continué, son ton plus sérieux. Tu te souviens que tu as promis de nous aider à acheter une maison? Non, bon péché, pas promis directement, mais tu as dit que tu y réfléchirais. Ça, je ne me souvenais pas d'avoir promis quoi que ce soit. Nous avions discuté plusieurs fois de leur plan d'achat. J'avais pensé à aider, mais sans promesse. Camille, je n'ai jamais rien promis concernant l'argent. J'ai dit calmement. Allez, maman, ne joue pas sur les mots. Tu sais qu'on compte sur ton soutien. Tu as des économies.
Tu me l'as dit, et on a besoin d'un acompte. Il comptait sur mon soutien, pas demander, pas espérer. Compter comme si c'était une évidence, un service qu'une mère doit fournir à sa fille adulte. Combien vous faut-il exactement? Ai-je demandé, connaissant la réponse. Eh bien, l'acompte est maintenant de 50 000 €, plus les frais d'enregistrement, inspection, assurance, encore 200 €, et j'aimerais un filet de sécurité pour les premiers mois, 46 000 €. Ça fait environ 200 €. 200 €. Un tiers de mes économies. Mais j'étais sûre que Camille s'attendait à plus, pensant probablement que je donnerais la moitié, voire plus, pour qu'ils achètent la maison, l'aménageant à leur goût. C'est beaucoup d'argent. Ai-je remarqué? Maman, de quoi parles-tu? Ce n'est pas un problème pour toi. Tu as des économies, tu me l'as dit. Une maison, ce n'est pas une broutille. C'est un investissement dans notre avenir. Un investissement dans leur avenir. Pas le mien, pas notre relation, mais spécifiquement leur vie, dont j'étais exclue. Je devais financer leur bonheur, restant une généreuse bienfaitrice invisible. D'ailleurs, a ajouté Camille, on ne demande pas un cadeau pour rien. C'est une maison où tu seras toujours une invitée bienvenue, où on se réunira pour les fêtes, les week-ends. Tu imagines comme ce sera bien de passer du temps dans une belle maison spacieuse. Une invitée bienvenue. Après le dîner de samedi, ces mots sonnaient cyniques. J'imaginais être chez eux, assise sur un canapé coûteux dans un beau salon, pendant que Camille et Antoine discutaient de mes défauts, ignorant que je pouvais les entendre. J'ai cet argent. Ai-je dit lentement. Mais je ne vais pas vous le donner. Un silence, langueux, lourd, où j'entendais l'horloge tic-tac en cuisine, la soupée bouillonnant sur le feu. Quoi? Si, a enfin dit Camille. Je n'ai pas compris. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne vous donnerai pas d'argent pour la maison. Maman, c'est une blague. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Mais pourquoi? La voix de Camille devenait paniquée. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu des problèmes d'argent? Besoin d'argent pour des soins médicaux? Elle cherchait une explication rationnelle à mon refus. N'importe quoi, sauf que sa mère ne voulait pas financer la vie de sa fille ingrate. Je vais bien, ai-je répondu. Et mon argent aussi. J'ai juste décidé de le dépenser pour moi. Et tes enfants? A-t-elle continué? Les parents ne sont-ils pas censés aider leurs enfants? N'est-ce que pas ton devoir? Devoir, pas un désir, pas une expression d'amour, un devoir. Camille croyait que je lui devais de l'argent simplement parce que j'étais sa mère. C'était mon devoir de t'élever, de t'éduquer, de te mettre sur les rails. Ai-je répondu. Je l'ai fait. Tu es une femme adulte, avec un travail, un mari. Tu dois te débrouiller seule. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Camille criait presque. Nous sommes ta famille. Les seules personnes que tu as, et tu choisis des caprices idiots plutôt que notre bonheur. Caprices idiots. Elle appelait mes rêves, mes plans des caprices idiots, et leur désir de vivre dans une maison chère à mes frais était apparemment une nécessité vitale. Camille, samedi soir, toi et Antoine avez passé 1h30 à discuter de ma vie. Ai-je dit, essayant de rester calme. Vous avez parlé de quel raté je suis, combien tout ce que j'ai est mauvais. Bon marché, vous avez ri de ma soumission. Et maintenant, vous voulez que cette ratée vous donne presque toutes ses économies. Maman, nous ne voulions rien de mal. On discutait. Tu sais qu'on t'aime.
C'est une drôle de façon d'exprimer l'amour. J'ai remarqué. D'accord. Peut-être qu'on s'est emporté, mais ce n'est pas une raison pour nous priver de ton aide. On s'excusera si on t'a blessé. Si j'étais blessé, pas nous avions tort. Mais si tu es blessé, même maintenant, elle n'admettait pas que leur comportement était inacceptable. Camille, la décision est prise. J'ai dit fermement. Oh, il n'y aura pas d'argent. Maman. A-t-elle crié. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons conclu un accord avec les vendeurs. On comptait sur toi. Vous n'auriez pas dû compter sur moi. Vous auriez dû demander d'abord, puis faire des plans. Tu ruines nos vies. La voix de Camille tremblait de rage. Tu es prête à détruire notre avenir pour des sentiments blessés. Je ne ruine rien. Je ne finance pas vos plans. Trouvez un autre moyen d'acheter une maison. Il n'y a pas d'autre moyen. La banque ne nous donnera pas un prêt pour tout. Il nous faudra des années pour économiser la compte. Alors, vous devrez économiser comme des millions d'autres. Camille s'est tue. J'entendais sa respiration lourde, sachant qu'elle cherchait un argument pour me faire changer d'avis. Mais, maman, a-t-elle dit enfin, plus doucement. Rencontrons-nous. Parlons calmement. Je viendrai, on discutera de toutes. Peut-être y a-t-il un malentendu. Pas de malentendu, j'ai répondu. Tout est très clair. Alors, je ne sais pas quoi dire. La voix de Camille était très basse. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable d'une telle cruauté. Cruauté. J'étais cruelle, car je refusais de donner à ma fille presque toutes mes économies. Après qu'elle m'a humiliée, chez moi, au revoir. Camille, j'ai dit. Raccrochant, le téléphone a résonné immédiatement, mais je n'ai pas répondu. Puis plusieurs messages que je n'ai pas lus. J'ai éteint le téléphone. Revenant à mon dîner, le soleil se couchait, baignant la cuisine d'une lumière dorée douce. Je m'asseyais seule à table, mangeant la soupe faite pour moi. Personne ne critiquait son goût, ne demandait de sel, rien d'autre. Pour la première fois depuis des années, je sentais que ma vie m'appartenait. 3 semaines avaient passé depuis cette conversation. Camille a appelé plusieurs fois, envoyé des messages, mais je n'ai pas répondu. Une fois, elle est venue à la maison, restant à la porte, sonnant pendant une demi-heure. J'étais là, mais n'ai pas ouvert par la fenêtre. Je la voyais marcher sur le porche, regardant par les fenêtres, cherchant si j'étais là. Enfin, elle a laissé une note dans la boîte aux lettres, une longue lettre expliquant comment elle et Antoine avaient perdu la maison de leurs rêves à cause de mon égoïsme, comment ils devaient chercher des options moins chères dans un quartier moins prestigieux, comment elle ne comprenait pas ce qui m'était arrivé, pourquoi j'étais devenue si froide. J'ai lu la lettre une fois, puis l'ai jetée, même plainte. Même conviction qu'une mère doit se sacrifier pour ses enfants adultes, aucune compréhension que son comportement était inacceptable. J'ai accompli beaucoup en 3 semaines, commençant petit. Je me suis inscrite à des cours d'italien au collège communautaire, 2 soirs par semaine. Je m'asseyais dans une salle avec des étudiants de tous âges, apprenant les bases de la grammaire. L'enseignante, une jeune femme d'une 30aine d'années née à Milan, parlait non seulement de la langue, mais de la culture, des traditions, de la vie en Italie. Au début, je me sentais mal à l'aise. J'étais une des plus âgées, mais après quelques cours, le malaise a disparu. L'âge n'avait pas d'importance quand tous apprenaient quelque chose de nouveau. Les jeunes ne me regardaient pas bizarrement, ne se demandaient pas pourquoi j'étais là. Pour eux, j'étais juste une autre étudiante, au 3e cours. Nous étudions la famille.
Les relations. L'enseignante a demandé de parler de nos familles, en italien, à mon tour. J'ai dit quelques phrases simples. Mi chiamo Marie, ho una figlia. Abita à Nice. Je m'appelle Marie. J'ai une fille. Elle vit à Nice. L'enseignante a hoché la tête, passant au suivant. Personne n'a demandé pourquoi je n'en disais pas plus sur ma fille ou sur notre relation. Pour eux, c'était juste un exercice linguistique, pas une occasion de questionner ma vie personnelle. Après le cours, je suis allée à une agence de voyage près du collège, passant du temps à regarder des offres pour l'Italie, posant des questions sur différentes options. J'ai choisi un voyage individuel de 3 semaines dans le nord du pays, Rome, Florence, Venise, Lac de Côme. Pas un tour de groupe avec un itinéraire fixe, mais un voyage avec hôtel réservé, la liberté de planifier chaque jour. Le voyage coûtait 11 000 €. Avant, une telle somme pour des vacances m'aurait semblé astronomique. Habitué à dépenser au maximum quelques milliers, rarement, mais maintenant, cet argent ne semblait pas excessif. C'était un investissement dans mes impressions, une expérience qui resterait à jamais. La responsable de l'agence, une femme de mon âge nommée Isabelle Garnier, parlait du voyage avec enthousiasme. Elle était allée en Italie plusieurs fois, connaissait des détails pratiques. Si votre âge est parfait pour voyager, a-t-elle dit, me montrant des photos d'hôtels. Les enfants sont grands, le travail ne vous attache plus tant. Vous pouvez vous offrir des vacances confortables, sans économiser surtout. Isabelle ignorait les détails de ma situation, mais ces mots reflétaient un point de vue commun. À 63 ans, une femme a le droit de penser à elle, pas seulement aux besoins de sa famille, c'est normal, naturel, pas un signe d'égoïsme. Comme Camille le croyait, j'ai payé un acompte pour le voyage, recevant un itinéraire détaillé. Le vol était dans 2 mois, quand il ferait chaud en Italie, mais pas trop. Assez de temps pour me préparer, réviser mon italien, étudier les itinéraires, les sites. À la maison, j'ai sorti un atlas, l'étalant sur la table de la cuisine, passant du temps à regarder la carte de l'Italie, marquant les villes à visiter, lisant sur l'histoire de chaque lieu. Quoi voir? Où séjourner? C'était comme planifier un grand projet, bien plus agréable que les tâches professionnelles. J'ai trouvé des forums de voyage en ligne, où des gens partageaient leurs expériences en Italie, lisant des conseils sur les déplacements entre villes, les musées à visiter, ou goûter la cuisine locale. Certaines recommandations venaient de personnes de mon âge, ayant aussi découvert la joie du voyage indépendant. Florence m'intéressait particulièrement, ville d'art, d'architecture, où l'on peut passer des jours de musée en musée, galerie des offices, Palais Pitti, cathédrale Santa Maria del Fiore, des noms connus par les livres, les émissions, bientôt des lieux réels que je verrai de mes yeux. Le week-end, je suis allé à Nice dans une grande librairie, achetant plusieurs guides sur l'Italie. À la maison, je les ai étalés sur la table basse du salon, les lisant le soir, planifiant chaque jour du voyage. C'était devenu un nouveau hobby, remplaçant mes programmes télévisés. Mes collègues au travail ont remarqué le changement d'humeur. Je devenais plus vive. Souriais plus. Parler avec enthousiasme de mes plans de vacances. Sophie Martin, mon assistante, était surprise d'entendre parler du voyage. Ah, Marie, tu n'as jamais parlé de vouloir voyager avant, a-t-elle remarqué pendant notre pause déjeuner. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réfléchi à sa question. Qu'avait-il vraiment changé? Je n'avais pas gagné d'argent supplémentaire. Je n'étais pas devenue une autre personne. J'avais simplement cessé de placer les besoins des autres avant mes désirs. Je suppose que j'ai réalisé que la vie n'est pas infinie. A.I.G. répondit.
Si je ne commence pas à vivre maintenant, quand le ferai-je? Sophie a hoché la tête, compréhensive. Elle avait 44 ans, 2 adolescents, un mari aux revenus instables. Elle dépensait la plupart de son salaire pour sa famille, se permettant rarement quelque chose de personnel. Mais dans ses yeux, je voyais, non de la condamnation pour ma décision, mais une légère envie. Et comment ta fille a-t-elle réagi à tes plans? A-t-elle demandé? Ma fille est occupée par sa propre vie. J'ai répondu évasivement. Je n'ai pas parlé du conflit avec Camille à mes collègues. Je ne voulais pas entendre de conseils sur l'importance des relations familiales, la nécessité de pardonner aux proches. Ma décision était réfléchie, définitive. Je n'avais besoin de l'opinion de personne. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé une autre lettre de Camille dans la boîte aux lettres. Courte, quelques lignes. Elle écrivait qu'elle me manquait, voulait restaurer notre relation, disait être prête à s'excuser pour tout ce qui m'avait blessée, demandant une chance de réparer. J'ai relu la lettre plusieurs fois, pas de plainte, d'accusation comme avant, juste une demande de réconciliation. Peut-être Camille comprenait-elle vraiment son erreur, ou peut-être changeait-elle de tactique, espérant qu'une approche plus douce serait plus efficace. Mais même si elle était sincère, cela ne changeait pas l'essence du problème. Notre relation était basée sur une inégalité, où je sacrifiais toujours mes intérêts pour ses besoins. Même après une réconciliation, nous reviendrions probablement au même schéma. J'ai plié la lettre, la rangeant dans le tiroir près de mon relevé bancaire. Peut-être un jour, Camille et moi pourrions construire une nouvelle relation basée sur le respect mutuel, mais tant qu'elle ne me considérera pas comme une égale, plutôt qu'une assistante pratique. La communication entre nous était impossible. Le lendemain, je suis allée à la banque pour une carte pour mon voyage. Le gestionnaire, un jeune homme d'une trentaine d'années, a examiné mon historique de crédit. Mes relevés, vous avez une excellente discipline financière, a-t-il remarqué respectueusement. On voit rarement de telles économies à votre âge. J'ai épargné toute ma vie. J'ai répondu. Et maintenant, vous décidez de le dépenser pour vous. Bonne décision. Beaucoup épargnent toute leur vie, puis n'ont pas le temps d'en profiter. Ces mots sonnaient comme une approbation de mon choix. L'employé de banque, habitué à travailler avec les finances des gens, trouvait normal qu'une femme de mon âge dépense ses économies pour ses besoins après avoir obtenu une carte de crédit. Je suis allé à l'avenue Jean Médecin à Nice, achetant pour mon voyage une nouvelle valise, des chaussures confortables pour de longues marches, des vêtements légers pour le climat chaud. À la boutique de vêtements, une vendeuse de mon âge m'a aidé à choisir. « Voyagez-vous seul ?» a-t-elle demandé, mettant mes achats dans un sac. « Oui, seul ?» ai-je répondu. « Comme c'est merveilleux! Je rêve aussi d'un tel voyage. Mon mari n'aime pas l'Europe, il préfère les vacances à la plage. Mais je veux voir des musées, de l'architecture, sentir l'atmosphère des vieilles villes. » Elle parlait avec une pointe d'envie, sans jugement. Pour elle, une femme voyageant seule en Europe était un rêve, pas un caprice étrange. À la maison, j'ai étalé mes nouveaux achats sur le lit. Une belle valise à roulettes, des chaussures confortables pour marcher toute la journée, des chemisiers légers, des pantalons. Tout cela attendait un voyage qui serait le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Je suis allée à la fenêtre, regardant la rue. Les voisins arrosaient leurs pelouses. Les enfants jouaient dans les cours. La vie suivait son cours. Dans 2 mois, je serai dans un autre pays, un autre monde, parmi des gens parlant une langue inconnue. C'était excitant, un peu effrayant, mais surtout, je ressentais l'anticipation d'aventures absentes de ma vie depuis des années.
l'anticipation de la liberté de choisir où aller, quoi faire, sans regarder les attentes, les besoins des autres. 641 000 € m'avaient donné cette liberté, pas seulement financière, mais émotionnelle. Liberté de ne pas me sentir coupable de penser à moi, liberté de ne pas justifier chaque décision à des gens n'appréciant pas mes sacrifices. Camille pensait que j'étais égoïste. Peut-être avait-elle raison, mais après 24 ans de sacrifice, j'avais droit à un peu d'égoïsme sain. Je pouvais enfin vivre pour moi, suivre mes rêves, sans me justifier auprès de ceux qui ne voyaient pas ma valeur. Mes choix, mes sacrifices, Camille pourrait un jour comprendre, ou non, mais je ne pouvais plus attendre son approbation pour avancer. J'avais donné assez de temps, d'énergie, d'amour à une relation qui m'épuisait. Il était temps de me donner la priorité, de me redécouvrir, de construire une vie qui me rendrait heureuse. Le lendemain, j'ai continué à planifier mon voyage, contactant l'agence pour confirmer les détails, réservant des billets pour des musées à Florence, un concert à Venise. J'ai acheté un carnet pour noter mes impressions, mes découvertes. Je voulais que ce voyage soit plus qu'une simple escapade, une célébration de ma liberté, de mon indépendance. J'ai aussi pris rendez-vous avec un décorateur d'intérieur pour rénover ma maison, non pour la vendre, mais pour la rendre plus à mon image. Une cuisine moderne avec des comptoirs en quartz, une salle de bain avec une baignoire profonde, un salon avec des meubles confortables, élégants. Je voulais un espace qui reflète qui j'étais maintenant, une femme de 63 ans, prête à vivre pleinement. J'ai contacté une école d'art locale, m'inscrivant à un cours de peinture pour débutants. L'idée de tenir un pinceau, de créer quelque chose de beau, m'excitait, comme une enfant découvrant un nouveau jeu. Au travail, mes collègues continuaient de remarquer ma transformation, ma joie de vivre, mon énergie. « Marie, tu rayonnes ?» m'a dit Sophie Martin lors d'une pause. « Ce voyage te fait du bien avant même de commencer ?» Elle avait raison, ce n'était pas seulement le voyage, c'était la décision de reprendre le contrôle de ma vie, de cesser d'être une ombre dans celle des autres. Je partageais des anecdotes sur l'Italie, mes projets de visiter des galeries, de goûter des plats locaux. Mes collègues m'écoutaient, posaient des questions, certains partageaient leurs propres rêves de voyage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais connectée à eux, non comme une collègue, mais comme une personne avec ses propres passions, ses aspirations. J'ai aussi pris rendez-vous avec un médecin pour un bilan complet. Je voulais m'assurer d'être en bonne santé pour profiter de mes projets. Le médecin, une femme d'une 50aine d'années, m'a félicité pour mon énergie. « Vous avez l'air d'une femme qui commence une nouvelle vie », a-t-elle dit. Et c'était exactement ce que je ressentais. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un autre message de Camille. Plus court cette fois. Elle disait vouloir parler, comprendre ce qui s'était passé. Elle ne demandait rien, juste une conversation. Je l'ai lu, hésitant à répondre. Une partie de moi voulait croire qu'elle cherchait vraiment à réparer notre relation, mais une autre partie, plus prudente, savait que les vieilles habitudes ne changent pas facilement. J'ai décidé de ne pas répondre tout de suite. Je lui parlerai peut-être plus tard, quand je serai prête, quand je serai sûre qu'elle me voyait comme une personne, pas une ressource à utiliser. Pour l'instant, je me concentrais sur moi, sur mes projets, sur la vie que je construisais. J'ai ouvert mon atlas, traçant un nouvel itinéraire pour mon voyage, ajoutant Sienne à ma liste. Une ville dont j'avais lu qu'elle était pleine de charme, médiévale. Je me voyais déjà marcher dans ses ruelles, goûtant un gelato, écoutant les cloches des églises. C'était une vision si claire, si vivante, que je pouvais presque sentir l'air italien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Antoine. Une surprise. Il parlait rarement directement avec moi. Sa voix était maladroite,
hésitante. Marie, je voulais m'excuser si on t'a blessé l'autre soir. Camille est vraiment bouleversée. Elle ne comprend pas pourquoi tu es si distante. J'ai écouté, sans interrompre, attendant qu'il finisse. On n'a pas voulu te manquer de respect. Tu sais, on apprécie tout ce que tu fais. On aimerait juste que les choses redeviennent normales. C'est normal. Pour lui, cela signifiait que je reprenne mon rôle d'aide silencieuse, toujours disponible, jamais exigeante. Antoine, j'ai dit calmement, je ne suis pas en colère, mais je ne peux plus continuer comme avant. J'ai ma propre vie, mes propres projets. Je ne suis plus disponible comme je l'étais. Il y a eu un silence, puis il a dit « Je comprends, mais Camille est ta fille. Elle a besoin de toi. Aide-moi. J'ai besoin de moi. » J'ai répondu « Dis à Camille que je l'aime, mais elle doit apprendre à me respecter, pas seulement à attendre mon aide. » Il n'a pas su quoi répondre, marmonnant un « d'accord » avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai peint ma première aquarelle en cours, un paysage simple, une colline verte sous un ciel bleu. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi, quelque chose que j'avais créé pour moi, pas pour impressionner quelqu'un ou répondre à des attentes. En rentrant, j'ai accroché la peinture dans mon salon, à côté d'une photo de Camille petite, souriant avec un cornet de glace. Cette photo me rappelait l'amour que nous avions partagé, mais aussi que cet amour ne devait pas me coûter ma propre identité. J'ai continué à planifier mon voyage, réservant une visite guidée de la galerie des offices, un dîner dans un restaurant toscan recommandé par un forum. Chaque pas dans cette nouvelle vie me rendait plus forte, plus confiante. Je n'étais plus la mère soumise, la femme qui sacrifiait tout pour les autres. J'étais Marie, une femme avec des rêves, des passions, un avenir à construire. Les semaines suivantes, j'ai poursuivi mes préparatifs, achetant un appareil photo pour capturer les paysages italiens, m'entraînant à parler italien avec une application, discutant avec des amis en ligne rencontrés sur les forums de voyage. Camille a envoyé quelques messages de plus, moins insistants, plus doux, mais je n'étais pas encore prête à répondre. Je savais qu'un jour, nous parlerions, mais ce serait à mes conditions, quand je serais sûre que notre relation pourrait être basée sur le respect mutuel, pas sur l'attente d'une aide inconditionnelle. J'ai aussi commencé à rénover ma maison, engageant un entrepreneur pour moderniser la cuisine. Les travaux commençaient dans un mois, juste après mon retour d'Italie. Je voyais déjà les nouveaux placards, le plan de travail en granit, une cuisine qui serait mienne, pas un espace jugé par les standards d'autrui. J'ai pris un abonnement à un centre de bien-être, commençant des cours de yoga pour rester en forme. Chaque cours me donnait une énergie nouvelle, un sentiment de contrôle sur mon corps. Ma vie. Un matin, en buvant mon café sur le porche, j'ai regardé la mer au loin, pas encore dans une maison en bord de mer. Mais je savais que ce rêve était à portée de main. 650 000 € représentaient plus qu'un compte bancaire. C'était la promesse d'une vie où je pouvais choisir, où je pouvais être moi, sans me justifier. Camille pourrait un jour comprendre ou non. Mais je ne vivais plus pour son approbation. J'avais passé 24 ans à construire une sécurité financière pour elle. Maintenant, je construisais une vie pour moi, une vie de liberté, de découverte, de joie. J'ai pris une gorgée de café, souriant au soleil levant. Pour la première fois, depuis des années, je me sentais entière, prête à embrasser chaque jour comme une nouvelle aventure. Ma vie m'appartenait, et j'allais la vivre pleinement,